Salut tout le monde. Ce soir, nous allons parler de ce qui se passait vraiment lors de la nuit de noces au Moyen Âge. Et spoiler, ce n'est ni romantique, ni passionné, ni même très intime. Vous voilà dans une chambre à moitié chauffée, le lit grince déjà alors que vous n'y êtes pas encore, et tout le monde semble bien trop intéressé par ce que vous allez faire ou ne pas faire une fois la porte fermée. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. D'ailleurs, dites-moi en commentaire où vous m'écoutez ce soir et quelle heure il est chez vous. J'aime bien imaginer cette drôle de carte de nos sommeils entrecroisés. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes là, debout, figé, et probablement pieds nus sur un sol en pierre pas franchement accueillant. Tout autour de vous, la pièce est éclairée par 3 bougies paresseuses qui luttent pour exister, pendues à des chandeliers maladroitement forgés. Les ombres dansent sur les murs tapissés d'étoffes rapiécées, aux couleurs brunes, vert mousse ou rouge bordeaux, les teintes de l'élégance médiévale apparemment. La porte est encore ouverte. C'est le moment, le grand moment, celui où tout le monde attend que vous franchissiez le seuil de votre nouvelle vie conjugale. Les chuchotements s'intensifient. Quelqu'un tousse, peut-être un oncle éloigné trop pressé d'aller dormir, ou bien un témoin zélé qui tient à tout voir. Oui, au Moyen Âge, les gens ne vous laissaient pas juste tranquille après le gâteau. Une chose est sûre, vous n'aurez pas beaucoup d'intimité ce soir. La chambre elle-même n'est pas si grande. Un lit à baldaquin trône au centre, bien trop court pour 2 personnes du 21e siècle, mais assez large pour qu'on puisse y caser les préoccupations conjugales d'antan. Le matelas, farci de paille et de mousse, promet un confort relatif, oscillant entre rustique et blessure lombaire imminente. Le tout est recouvert de draps en lin rêche, brodés de symboles religieux, pour bénir ce qui va se passer, ou pour conjurer ce qui pourrait ne pas se passer. À gauche du lit, une bassine d'eau plus tiède que propre. Une serviette qui gratte, et un pot de chambre peint à la main, car même dans les grandes occasions, la digestion ne prend pas de congé. Vous remarquez sur le sol une trace de boue séchée, probablement laissée par la demi-douzaine de convives qui ont déjà inspecté la chambre avant vous. Dans le coin, une cheminée tente faiblement d'aspirer la fumée de bois humide, mais elle a autant de succès qu'un troubadour en pleine grève du silence. Et vous êtes censé entrer là-dedans, sourire et vous déshabiller sous le regard bienveillant de la société médiévale. Félicitations. Dans certaines régions, la tradition exigeait même que la famille accompagne les jeunes mariés jusqu'au lit, les couvre d'un drap, puis récite une prière avant de claquer la porte. Ou pas. Selon certaines coutumes, la porte restait entr'ouverte pour permettre à des témoins de s'assurer que le mariage est bien consommé. Charmant, non? Les historiens se disputent encore pour savoir si cette présence obligatoire était réellement respectée partout, ou si cela tenait plus du mythe folklorique que d'un protocole standardisé. Mais une chose est sûre, dans bien des coins d'Europe, l'intimité était une denrée rare, et le lit conjugal relevait davantage de l'affaire publique que du cocon personnel. Pendant ce temps, derrière la porte, les invités n'ont pas tous quitté les lieux. Certains continuent de festoyer, d'autres murmurent des paris. Alors, à votre avis, elle va pleurer? Il va s'évanouir? L'ambiance est à la fois moqueuse et anxieuse, comme un mauvais mélange entre une comédie romantique et un procès à huis clos. Un détail amusant. Certaines communautés accrochaient un petit bouquet d'herbes parfumées au-dessus du lit. Non pas pour masquer les odeurs corporelles, bien que cela n'aurait pas été de refus, mais pour attirer la fertilité. Du romarin, du thym, parfois même de l'armoise. Bref, un pot-pourri d'intentions magiques. Et puis, il y a ce moment, ce silence étrange après que la porte se ferme. Vous entendez au loin le feu crépiter, une vaisselle qu'on range,
un chien qui aboie, peut-être pour souligner l'absurdité de tout ça. Vous êtes maintenant deux, dans ce décor à mi-chemin entre le théâtre et la salle de classe. La nuit promet d'être longue. Ou courte, selon votre capacité à ignorer les courants d'air et la pression sociale. Mais n'allez pas croire que tout était misérable. Certains couples prenaient ce moment très au sérieux, avec respect, nervosité ou résignation. Et parfois, malgré le manque de confort, naissait une complicité étrange, faite de maladresse, de sourires esquivés et de discussions nocturnes sur des sujets aussi variés que le prix du sel ou la météo prévue pour le labour du lendemain. Un moine bénédictin du XIIe siècle a même écrit que « Une bonne nuit de noces commence par un chant, se poursuit par un silence et se termine par une bénédiction du sommeil. » Il ne précise pas s'il parlait d'une nuit réussie ou d'un simple fantasme monacal. Mais bon, vous êtes là. La chambre est prête. Le lit vous attend. Et dans un instant, vous comprendrez pourquoi cette nuit restera dans toutes les mémoires, surtout celles de ceux qui n'y étaient pas. Vous n'avez pas toujours su que vous finiriez ici, à contempler une couverture brodée d'anges trapus sous le regard d'un chandelier dégoulinant. Non. Pour comprendre pourquoi vous êtes là ce soir, il faut remonter à vos fiançailles, ou plutôt, à votre premier troc familial officiel, vers l'âge vénérable de 6 ans. À cette époque, votre principale préoccupation était de ne pas trébucher sur vos lacets en jouant avec une pomme de pin. Et pourtant, ce jour-là, dans la grande salle enfumée du manoir, 2 familles se serrèrent la main avec un sérieux papal pour acter une alliance que vous ne compreniez pas du tout. Vous étiez désormais fiancés. À un cousin, un voisin, un parfait inconnu du duché d'à côté? Difficile à dire. Il vous avait lancé un regard mi-curieux, mi-écœuré, puis s'était remis à faire du bruit avec une toupie en os. Car oui, au Moyen Âge, les fiançailles n'étaient pas tant une promesse romantique qu'un contrat socio-économique scellé entre adultes. On mariait les terres, les héritages, les droits de passage, et si un enfant était inclus dans le package, tant mieux. À 6 ans, vous étiez une ligne dans une charte scellée à la cire, et personne ne vous avait demandé votre avis. L'âge du consentement variait selon les régions. Certains textes canoniques fixaient l'âge minimum à 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons, mais dans la pratique, on s'arrangeait. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces limites étaient strictement observées ou largement contournées selon les intérêts du moment. Spoiler, on contournait joyeusement. Votre mère vous avait donné une bague trop grande et votre futur promis un gâteau trop sec. Il y eut des applaudissements, une bénédiction, puis un banquet réduit à une tranche de fromage et du pain gris. Ce fut votre première noce, avec un public de poules en arrière-plan. Plus tard, l'accord fut reconfirmé, comme c'était l'usage, une fois que vous aviez atteint l'âge de raison. Ce concept très flexible dépendait du moment où l'on estimait que vous pouviez enfiler un bonnet toute seule et répondre correctement à la question « À qui appartiennent ces champs ?» À l'adolescence, les choses devinrent plus officielles. Un notaire, ou un moine un peu administratif, dressa un acte de promesse que les 2 familles signèrent ou scellèrent avec force. Si vous aviez de la chance, vous aviez rencontré votre promis, au moins 2 fois. Sinon, votre premier contact s'était limité à un portrait peint avec une imagination débordante dans lequel votre futur semblait avoir 3 narines et des cils longs comme des épis de blé. Mais l'affaire n'était pas qu'émotive. Elle était monétaire et administrative. L'Église exigeait parfois des preuves d'accord mutuel, ou au moins l'apparence d'un consentement. On faisait jurer aux époux qu'ils n'étaient pas déjà mariés ailleurs. Ce qui, dans une société où l'écriture n'était pas courante, relevait plus de la foi aveugle que de l'enquête. Certaines familles, pour sécuriser l'accord, organisaient une cérémonie appelée les épousailles verbales. Une sorte de mariage à mi-temps où les jeunes gens s'échangeaient des vœux à voix basse sous un pommier avec un témoin et un peu de vin. Rien de légal,
mais suffisamment sérieux pour faire paniquer les familles si l'un d'eux décidait ensuite de changer d'avis. Vous vous en souvenez peut-être, ce moment gênant où vous avez promis fidélité éternelle à quelqu'un qui tenait encore son doudou, ce qui vous amène à une scène un peu plus tardive. Vous avez maintenant l'âge requis. Votre famille a réparé la grange, votre dot a été négociée à la hausse grâce à une chèvre en bonne santé, et la date du mariage a été fixée. Vous n'avez toujours pas de mots à dire, mais vous avez appris à hocher la tête avec dignité, ce qui, dans votre culture, vaut approbation formelle. Et vous apprenez un détail fascinant. La nuit de noces, celle que vous redoutez un peu, celle que tout le monde évoque à voix basse en buvant de l'hydromel, ne sera pas qu'un moment d'intimité. Elle est le vrai point de départ du mariage. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, et tant que quelqu'un ne peut pas en témoigner, vous n'êtes pas tout à fait considéré comme marié. C'est pour cela que tout ce cirque a lieu. La chambre, les témoins, les draps, les regards insistants. Ce n'est pas qu'on vous souhaite une belle nuit, c'est qu'on veut une preuve. Un manuscrit du XIIIe siècle raconte même qu'un seigneur refusa de reconnaître le mariage de son fils parce qu'aucun domestique n'avait entendu de mouvement nuptial dans la chambre. Comme quoi, au Moyen Âge, le ASMR était une affaire de succession. Et vous avancez vers cette chambre avec l'assurance tremblotante de quelqu'un qui sait que tout cela dépasse sa volonté. Vous êtes le produit d'un réseau d'alliances, d'habitudes sociales et de traditions parfois absurdes. Et ce soir, tout ce poids repose sur vos épaules, ou plutôt sur le vieux matelas qui vous attend à l'intérieur. Mais une pensée vous traverse l'esprit. Au moins, vous n'êtes plus fiancé. Vous êtes presque marié. Et avec un peu de chance, votre compagne ne ronfle pas. Le grand jour est arrivé. Et il commence très tôt. Parce qu'au Moyen Âge, on ne se mariait pas l'après-midi, encore moins au coucher du soleil. Trop païen, trop risqué, trop de démons dans l'air, apparemment. Il est donc à peine 8 heures du matin, et vous portez une tunique inconfortable, brodée à la hâte, qui vous gratte l'omoplate gauche depuis 1 heure. La capuche est de travers, la chemise sent le fenouil séché, et vous n'osez plus bouger de peur de faire tomber votre guirlande florale. Autour de vous, c'est l'effervescence molle d'un village qui célèbre quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait, mais avec enthousiasme. Les enfants se roulent dans la poussière. Une vieille tante bénit tous les murs en jetant du sel dessus, et le boulanger, qui a bu, vous donne de grands coups dans le dos en murmurant « Tu verras, c'est comme planter des poireaux, mais avec des draps. » Vous ne demandez pas plus de détails. La cérémonie a lieu dans l'église ou dans la cour ou sous un chêne très vieux. Ça dépend du budget, de la météo et du niveau d'enthousiasme du clergé local. Dans votre cas, c'est dans la nef centrale d'une chapelle humide, au sol inégal, où vos chaussures couinent à chaque pas. Et là, devant vous, l'évêque. Un homme aux paupières tombantes, à la voix pâteuse, qui tient son livre à l'envers depuis 5 bonnes minutes. Il marmonne des paroles sacrées entre 2 soupirs, jetant parfois un regard suspicieux vers l'encensoir, comme s'il s'attendait à ce qu'il prenne feu tout seul. Vous répétez les vœux d'une voix hésitante, tandis que votre moitié dit « oui » avec la certitude stoïque d'un condamné à la vaisselle éternelle. Les anneaux sont échangés, ou pas. Selon les époques et les régions, cette étape était facultative. Ce qui comptait, c'était le consentement oral. Les historiens se disputent encore sur le moment exact où l'échange de consentement devenait juridiquement irréversible, avant ou après le baiser, avant ou après le premier pain nerveux au milieu des témoins. Rien n'est tranché. Une fois les mots dits, les mains tremblantes jointes, l'assistance lâche un soupir collectif. Certains applaudissent, d'autres éternuent. Le mariage est scellé. Vous êtes mariés. Félicitations. Vous n'avez plus qu'à survivre au reste de la journée. Et ce reste est chargé. D'abord, il faut défiler. Une sorte de procession improvisée
vous conduit du lieu de la cérémonie vers la maison de fête. Des gamins lancent des pétales et parfois des cailloux pour le fun. Un joueur de flûte fait de son mieux malgré une flûte fendue et une vieille cousine entonne un chant ancestral dont personne ne connaît les paroles. Vous marchez lentement, concentré sur vos pieds, en essayant de ne pas trébucher sur votre propre cape. Puis vient l'étape la plus redoutée, le discours du parrain ou du père. Il est long, il est confus, il comprend au moins une anecdote douteuse sur votre enfance, 2 allusions agricoles et un proverbe que personne ne comprend, même pas lui. Quelque chose à propos de grenouilles, de meules de foin et de patience conjugale. Vous hochez la tête poliment. Ensuite, on vous fait asseoir. Enfin, asseoir est un grand mot. Il s'agit d'un banc bancal devant une table de bois irrégulière, couverte d'un linge déjà taché d'huile. Des plats arrivent, des jarres de vin, des miches de pain, des tourtes à la viande indéfinies. On vous sert d'abord, bien sûr, vous êtes les vedettes du jour, sauf que vous avez l'estomac noué et la dinde a un regard qui vous dérange. Tout au long du repas, les regards s'attardent sur vous. On vous sourit de manière appuyée, on vous glisse des sous-entendus graveleux entre 2 bouchées et on vous offre des cadeaux symboliques, des cuillères en bois gravées de cœurs, des herbes pour la fertilité, un coussin brodé de l'inscription « Silence et patience font bon ménage ». Merci, tante Berthe. À un moment, un ménestrel entre, joue un air joyeux, puis sort en trébuchant. Personne ne sait s'il faisait partie du programme ou s'il s'est juste invité. Puis vient l'heure étrange du retrait. On vous invite à quitter la table. Non pas pour vous reposer. Non, pour vous préparer. On vous conduit dans une pièce annexe, parfois appelée la chambre de vêture, où une poignée de proches, souvent du même sexe, heureusement, vous aide à vous changer. Vous enlevez vos habits de cérémonie. On vous frictionne avec de l'eau parfumée à la sauge. On vous murmure des prières ou des conseils. On vous met entre les mains une sorte de boisson épaisse censée vous donner du courage ou vous endormir avant que les choses deviennent trop concrètes. Une dernière chose vous traverse l'esprit. Tout cela est réel. Dans quelques minutes, vous serez seul avec quelqu'un que vous connaissez à peine, dans une pièce que vous n'avez pas choisie, sous les regards symboliques de toute votre communauté. Et la nuit ne fait que commencer. Mais bon, au moins, l'évêque a fini par tourner son livre à l'endroit. Une bénédiction de plus. Vous êtes censé, vous détendre. Après tout, le mariage est célébré, les vœux marmonnés, le vin répandu sur au moins 3 robes d'invités. C'est l'heure du banquet, l'apogée festive, le grand moment de joie partagée, ou du moins ce que l'on appelle la joie au Moyen Âge. Vous entrez dans une grande salle aux poutres noircies par la suie. Une pièce si résonnante que chaque éternuement y sonne comme un coup de canon. La décoration? Tapisserie qui sentent la chèvre rance, bouquet de plantes séchées pendues au plafond, et au centre, une longue table chargée de plats aussi mystérieux que fumants. L'odeur dominante, l'oignon cuit. Beaucoup d'oignons. Une quantité que même les sorcières trouveraient excessive. Vous vous asseyez au bout de la table, à la place d'honneur, votre moitié à côté, l'air légèrement crispé. Autour, des convives plus ou moins sobres, certains déjà allongés, d'autres en train d'aiguiser leurs dents sur des os de mouton. Le bouffon de la maisonnée, engagé pour mettre l'ambiance, fait des grimaces depuis 1 heure sans que personne ne le regarde. Et la musique? Eh bien, il n'y en a pas. Du moins, pas comme vous l'imagineriez. Dans certains villages, on chantait des cantiques de mariage. Dans d'autres, un vielleux aveugle raclait des cordes jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête par pitié. Mais ici, ce soir, c'est le silence ponctué de rires gras et de raclements de gorge. L'ambiance idéale pour digérer votre anxiété. Les plats s'enchaînent. Vous commencez par une soupe d'herbes amères censée purifier l'âme. Elle a surtout purifié vos sinus. Puis viennent les tourtes, aux navets, aux oignons,
encore, et aux abats indéterminés. Quelqu'un vous tend un bol de bouillie tiède en murmurant « C'est de la viande, je crois ». Les invités sont euphoriques. Le vin coule à flot, rouge, épais et probablement coupé à l'eau. Les enfants courent sous la table. Un chien vole une miche de pain et s'enfuit en glissant sur une peau de banane médiévale, c'est-à-dire un trognon de poire. Vous essayez de manger sans froisser votre col amidonné, ce qui ressemble à une tentative de suicide culinaire. À un moment, on vous sert un plat spécial, une espèce de pudding brunâtre décoré d'amandes, réservé aux jeunes mariés. On l'appelle parfois le gâteau de fertilité. Vous en prenez une bouchée et vous sentez tout de suite que vos ancêtres vous regardent avec compassion. Le goût? Un mélange subtil entre le cuir et la cannelle. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce plat était vraiment censé être délicieux ou s'il s'agissait d'un test de courage implicite. Et bien sûr, les discours continuent. Un oncle ivre raconte comment il a conquis sa femme en 3 jours, grâce à un bouquet de choux. Une tante nostalgique évoque sa propre nuit de noces, qu'elle qualifie de laborieuse mais fructueuse. Vous souriez, mécaniquement, en priant pour qu'on n'ouvre pas le débat sur les positions approuvées par le pape. Mais il y a aussi des moments étrangement tendres. Une servante âgée dépose une miche de pain en forme de cœur devant vous. Un jeune frère chante une ballade timide en votre honneur. Une voisine vous glisse un petit sac d'herbes médicinales avec un clin d'œil entendu. Il y a de la maladresse, oui, mais aussi une sincérité désarmante. Et puis, soudain, l'apparition, le plat de la fertilité. C'est une oie entière, rôtie, garnie de figues et de graines de pavot. On la fait défiler dans la salle, portée par 2 domestiques habillés en anges, ou du moins en ce que le tailleur local considère comme des anges. L'oie est censée symboliser la prospérité. Elle est énorme, trop cuite, et elle vous regarde encore. Vous évitez son regard. Ce moment vous échappe complètement. Vous êtes repuse, assommé et à moitié somnambule sous l'effet combiné du vin médiéval, du vacarme et de la tension nerveuse. Et pourtant, tout le monde attend quelque chose. Ce n'est pas encore l'heure d'aller dormir, bien sûr. Il reste une étape, la chanson paillarde. Oui, l'un des invités, souvent celui qui chante faux, entonne une mélodie douteuse sur les joies de la vie conjugale, ponctuée de rimes hasardeuses et d'allusions qu'un enfant de 8 ans comprendrait. Vous riez, par réflexe. Votre moitié se cache sous sa coiffe. Il est minuit passé. Les plats refroidissent, les chandelles raccourcissent, les invités commencent à partir, certains à reculons, d'autres roulés dans une couverture. Mais une poignée d'irréductibles restent encore, les yeux pétillants, guettant le moment où l'on vous annoncera que la chambre est prête. Et ce moment finit par arriver. Une cloche tinte. Une servante s'approche et vous fait un petit signe. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin. Tout le monde comprend. Tout le monde regarde. Vous vous levez. On vous souhaite bonne chance. Un voisin vous tend une corne à boire en murmurant « Pour le courage ». Vous la videz d'un trait. Vous quittez la salle. Lentement, trop lentement, comme si le couloir était un pont suspendu au-dessus du vide. Et dans votre dos, les derniers rires s'éteignent. Direction la chambre, celle où vous découvrirez que l'oignon est un parfum tenace, surtout quand on le partage à 2. Vous pensiez enfin être seul. Mais non. À peine avez-vous franchi le seuil de cette chambre que 3 silhouettes entrent derrière vous, sans demander la moindre permission. Elles s'installent avec l'aisance de gens qui ont déjà fait ça, et probablement bien trop souvent. Voici les témoins. Oui, oui, des témoins. Pas de mariage, cette fois. Des témoins de la nuit de noces. La coutume varie d'un coin d'Europe à l'autre, mais dans bien des régions, la première nuit d'un couple nouvellement marié
n'était pas exactement un moment privé. Elle faisait partie d'un rituel social, parfois judiciaire, parfois festif, mais rarement intime. Certains villages envoyaient un clerc et une matrone s'assurer que tout était en ordre. D'autres familles insistaient pour que plusieurs membres restent dans la pièce jusqu'à ce que le couple soit bien installé. Et ce soir, pour vous, c'est la version grand format. 2 tantes dodues, vêtues de châles aussi épais que les rideaux, et un jeune clerc visiblement mal à l'aise, mais qui tente de dissimuler son embarras derrière un petit calepin. Oui, un calepin. Il prend des notes. Il note tout. Vous vous tenez au pied du lit. Le matelas grince comme un cochon contrarié. Les draps, fraîchement étendus, sont brodés de petits anges souriants qui semblent juger chacune de vos respirations. Un chandelier tremble dans un courant d'air glacial, donnant à la scène une allure d'interrogatoire de l'Inquisition. L'une des tantes s'éclaircit la gorge. Elle vous tend une coupe de lait chaud, censée calmer les humeurs. Vous l'acceptez. Elle vous regarde boire. Lentement. Le clerc, lui, s'approche du lit, soulève les draps, vérifie qu'un linge blanc a bien été posé à l'endroit stratégique. Ce linge est important. C'est lui qui fera foi, demain, de la consommation du mariage. On parlera de lui. Il aura une réputation. Il pourrait même être conservé comme preuve, ou cousu dans une tapisserie si vous êtes noble. Vous vous souvenez peut-être du pain en forme de cœur du banquet. Eh bien, ce linge, c'est pareil, mais beaucoup moins appétissant. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette présence était réellement obligatoire ou si elle tenait davantage de la pression sociale que de la loi canonique. Dans certains cas, elle était strictement encadrée. Dans d'autres, c'était plus une tradition qu'un commandement. Mais une chose est sûre, l'absence d'intimité n'était pas perçue comme une intrusion. C'était un devoir de transparence. Le clerc récite une prière brève. Les 2 tantes allument un peu d'encens, puis tout le monde se tourne vers vous, avec un sourire que vous n'aviez jamais souhaité voir à cette heure-ci. Et là, heureusement, arrive l'étape de la retraite. Il ne s'agit pas d'un repli stratégique militaire, même si cela y ressemble un peu, mais du moment où les témoins se retirent, temporairement. On vous laisse quelques instants seuls, à condition que vous ne quittiez pas la pièce. Une des tantes laisse même la porte entr'ouverte. Pour l'aération. Vous soupçonnez que c'est pour mieux entendre ce qu'il se passe. Vous respirez, enfin seul, ou à peu près, vous regardez votre moitié. Elle ou il vous regarde aussi. Vous avez grandi avec cette idée. La nuit de noces est le point d'orgue d'une romance. Et pourtant, vous vous retrouvez dans une pièce glaciale, infestée de courants d'air, avec un linge diplomatique au centre de toutes les attentions. Et puis, le moment du déshabillage. Ah oui, l'élégance médiévale atteint ici des sommets. Vous portez une chemise de nuit en lin rugueux avec des lacets partout. Votre moitié n'est pas mieux lotie. Son corsage nécessite 3 outils et une prière pour être retiré. Vous vous aidez mutuellement, en silence, avec la délicatesse d'un duo de marionnettistes hésitants. Un détail charmant. Dans certaines traditions, les témoins devaient revenir pour border les époux. Oui, physiquement. Relever les couvertures, ajuster l'oreiller et déposer un petit objet béni sous l'oreiller. Une médaille, un bout de tissu sacré, ou parfois une fève. Pourquoi une fève? Personne ne le sait, mais elle est là, et vous voilà dans le lit. Les draps vous recouvrent jusqu'au menton. Vous n'avez pas bougé. Le silence est total, sauf le grattement de la plume du clerc derrière la cloison. Il note, toujours. Vous commencez à discuter. De choses simples. De la soupe, du chien du voisin, de ce qu'il adviendra demain. Vous riez doucement. Une des tantes tout sotte, comme pour rappeler qu'on vous écoute. Un moment étrange s'installe. Une tendresse inattendue. Une complicité silencieuse. Vous vous regardez. Vous soupirez. Et vous convenez, d'un simple geste de tête, que rien n'est pressé.
Après tout, le linge diplomatique ne va pas s'envoler. Et les témoins peuvent bien attendre un peu. Le feu crépite doucement. Le vin dans vos veines commence à s'estomper. L'encens, trop fort, vous fait cligner des yeux. Le clerc s'endort probablement sur ses notes. Les tantes ont fini par s'asseoir dans un coin, chuchotant entre elles sur la couleur des rideaux. Et vous commencez à vous assoupir. Juste un peu, mais pas trop. Le linge attend. Vous êtes toujours dans ce lit, moitié gelé, moitié somnolent, recouvert d'un drap qui pique et d'un silence pesant. Et là, une nouvelle gêne s'installe. Vos vêtements de nuit. Ou plutôt, ce que le Moyen Âge appelait des vêtements de nuit. La mode nuptiale médiévale était, disons, fonctionnelle. Pas de satin, pas de soie fluide, pas de nuisette en dentelle. Non, vous avez droit à une chemise de corps en lin, peut-être renforcée de laine sur les bords, lacée de chaque côté comme un sac de pommes de terre bien serré. Elle gratte. Elle sent vaguement le grenier. Et elle est si peu ajustée qu'on pourrait y cacher un mouton sans trop de problème. Votre moitié, elle ou lui, a probablement la même, peut-être avec une broderie sommaire sur le col, histoire de rappeler que c'est une nuit spéciale. Mais entre les lacets noués trop fort et la sueur nerveuse accumulée pendant la journée, vous êtes tous les deux pris au piège d'un cocon textile impénétrable. Et pourtant, malgré ce textile récalcitrant, il y avait des croyances sur l'habit nuptial. Dans certaines régions, on attribuait des pouvoirs symboliques à ces vêtements. Porter une chemise blanche garantissait la fertilité. Une ceinture nouée par la belle-mère portait chance ou malédiction, selon les familles. Les superstitions variaient, mais toutes avaient en commun une chose, l'idée que ce que vous portiez cette nuit pouvait affecter toute votre vie conjugale. Parlons d'un sujet délicat, les ceintures de chasteté. Elles sont partout dans les légendes modernes, dans les films un peu paresseux, dans les musées touristiques, mais dans la réalité historique. Beaucoup d'historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que ces objets sont plus symboliques que pratiques. La majorité des ceintures de chasteté médiévales conservées sont des faux du 19e siècle, conçus plus pour choquer que pour documenter. Les historiens se disputent encore pour savoir si de rares versions ont pu exister ponctuellement, mais rien ne prouve une utilisation systématique ou répandue. Bonne nouvelle, donc, vous n'avez pas besoin de clé ce soir. En revanche, il y a de grandes chances que votre tenue ait été choisie par quelqu'un d'autre. Les jeunes mariés étaient parfois habillés par des membres de la famille. Vous vous souvenez de cette tante bruyante au banquet? Oui, c'est elle qui a serré votre ceinture pour qu'elle tienne toute la nuit, ma colombe. Charmant. Et vous voilà maintenant, face à l'autre, tous les deux emmitouflés dans des couches de lin, vous demandant comment, exactement, on est censé procéder. La logique voudrait que l'on retire tout cela, mais entre les lacets à nouer, les boutonnières trop étroites et la peur qu'un témoin déboule en criant « Trop tôt », vous hésitez. Une anecdote vous revient. Dans certaines régions, on croyait que le mari devait couper symboliquement un morceau de tissu de la chemise de la mariée pour signifier le début de la vie conjugale. Ce geste, à mi-chemin entre le rituel et le bricolage, donnait parfois lieu à des concours de maladresse légendaires. Un mari breton du XVe siècle aurait accidentellement coupé toute la manche de sa propre chemise. Ce fut leur seul moment d'intimité, cette nuit-là. Mais le plus étrange, ce sont les objets déposés dans la chambre par les familles. Vous vous souvenez du linge à inspecter? Ce n'est pas tout. On déposait parfois des symboles de fertilité sur la table de chevet, du blé, des œufs, un petit pain rond. Une fois même, un couple noble aurait reçu un lapin vivant dans une cage, pour l'inspiration. Et parfois, on allait plus loin. On plaçait des statues de saints dans la pièce, orientées vers le lit, pour guider les époux dans leurs tâches. Imaginez une figurine de saint Thomas, regard sévère, posé au pied du lit, comme un coach sportif désapprobateur. Voilà qui détend l'atmosphère. Vous tournez la tête. Votre moitié fait de même. Vous souriez. Vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Vous essayez de chasser cette pensée,
et si on se trompait de rituel. Mais parfois, il y avait des guides, des manuels, des textes écrits par des moines bien intentionnés qui expliquaient aux jeunes époux comment honorer leur union charnelle. Ces textes recommandaient la patience, la tendresse et l'évitement des actes jugés trop audacieux pour une première nuit. On recommandait aussi, souvent, de prier avant, parfois même pendant, à deux. Cela dépendait du zèle religieux et du niveau de coordination respiratoire du couple. Une chose est sûre, rien n'était spontané. Tout était codifié, surveillé et ritualisé. Vous n'étiez pas un couple, vous étiez un symbole social en cours d'activation. Et pourtant, malgré les habits trop serrés, les statues indiscrètes, les témoins qui tout sautent derrière la cloison, un frisson traverse la pièce. Une forme de tendresse, de complicité, de surréalisme partagé. Vous ne savez pas comment cette nuit finira, mais au moins, vous êtes deux, enfermés dans les mêmes couches de lin, à moitié ligotés par des traditions absurdes, et prêts à affronter ensemble ce que le Moyen Âge considère comme le plus beau jour de votre vie, ou, au minimum, le plus long. Vous êtes toujours là, dans ce lit un peu trop étroit, à vous demander s'il existe un manuel pour ce genre de situation. Et, surprise, oui, il en existe. En fait, au Moyen Âge, il y en avait même plusieurs. Des guides conjugaux, souvent écrits par des moines ou des médecins, destinés à éclairer les jeunes mariés sur ce grand mystère qu'était l'union charnelle selon Dieu. Et soyons clairs, ces manuels n'étaient pas exactement des romans d'amour. Leur ton était plutôt celui d'un professeur de latin en pleine crise existentielle. Vous êtes censé suivre des instructions précises, presque liturgiques. L'amour? Très bien, mais après le travail, et surtout pas le dimanche. Prenons l'exemple du fameux De Secretis Mulierum, attribué, à tort, à Albert le Grand. Ce texte, tout droit sorti du XIIIe siècle, mélange médecine, théologie et approximation franchement douteuse. Il vous explique que la semence féminine voyage vers l'utérus à dos de chaleur vitale, que l'alignement des astres peut compromettre une conception et qu'il vaut mieux éviter les rapports les jours de pleine lune, sauf si vous voulez un bébé avec une forte pilosité. Voilà, c'est dit. Une autre perle vient du Taquinum Sanitatis, un manuel d'hygiène de vie médiévale. Il recommande aux époux d'éviter toute activité amoureuse après un repas à base de fromage, sous peine de confusion des humeurs et de transpiration malsaine. Vous repensez soudain au banquet et à cette fameuse tarte aux oignons. Bon, voilà qui promet. Les manuels religieux, eux, sont encore plus stricts. Un dominicain du XIVe siècle conseille de prier longuement avant d'entreprendre quoi que ce soit, puis d'accomplir l'acte avec humilité, sans paroles superflues ni gestes excessifs. En résumé, pas un mot, pas un bruit, pas une émotion, et sûrement pas de sourire. Le but n'est pas de s'amuser, voyons, c'est de faire des héritiers. Et que dire des positions? Là encore, les auteurs médiévaux ne sont pas avares de détails, tout en gardant un ton sévère. Seule la position dite naturelle, vous imaginez, est tolérée. Le reste, hautement suspect, pouvant mener, selon certains textes, à des malformations, à l'infertilité ou à un châtiment divin sous forme de fièvre persistante. Mais tout cela vous laisse un peu perplexe, parce qu'il faut bien l'admettre. Dans ces textes, la femme est rarement considérée comme une actrice à part entière. Elle est décrite comme un réceptacle, une terre à ensemencer, un vase noble, ou un baromètre émotionnel un peu capricieux. Selon un moine anglais du XIIIe siècle, la femme change d'humeur au rythme de la lune, comme le chat ou le chou. Vous ne savez pas trop comment prendre ça, et pourtant, au milieu de ces lignes rigides, surgissent parfois des anecdotes marginales, comme celle d'un seigneur bourguignon du XVe siècle qui aurait commandé à un moine copiste un guide personnel. Illustré, oui, illustré, avec des images très maladroites et très floues selon les chroniques. Il l'appelait son « petit livre des ébats conjugaux ».
On raconte qu'il le cachait dans un coffre avec des noisettes grillées et des poèmes un peu trop enthousiastes. Autre curiosité, un texte italien de la fin du Moyen Âge recommande aux époux d'imiter les abeilles. Pas dans leur organisation sociale. Non, dans leur façon de danser autour de la fleur avant de se poser. La métaphore est fine, l'image, moins. Surtout que les auteurs semblaient penser que les abeilles mâles mouraient après l'accouplement, ce qui est partiellement vrai. Ambiance. Mais revenons à vous. Allongez. Eux dans ce lit, vous vous interrogez. Faut-il vraiment suivre ces conseils? Où se situe la frontière entre la tradition et le ridicule? Peut-on rire dans une nuit de noces médiévale? Peut-on échanger un mot doux? Ou faut-il le chuchoter en latin pour éviter la colère divine? Votre moitié semble se poser les mêmes questions. Vous échangez un regard complice, un sourire discret. Peut-être que ce moment vous appartient, malgré tout. Peut-être que les manuels, les rituels, les prières, tout cela peut s'effacer un instant, derrière une simple main tendue dans l'obscurité. Et pourtant, à travers le mur, un témoin éternue. Vous replongez dans vos pensées. Les guides médiévaux parlaient peu du plaisir, ou alors en termes flous. Pour eux, l'acte était un devoir, une mécanique sacrée, pas un instant d'intimité. Mais certains médecins, plus terre à terre, recommandaient des aliments aphrodisiaques avant la nuit. Poivre, cannelle, vin chaud, figues. Vous vous souvenez soudain de la figue écrasée sur le coin de votre assiette, tout à l'heure. Était-ce un message subtil? Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure ces textes étaient réellement lus ou suivis. Certains affirment qu'ils restaient dans les bibliothèques des monastères, loin des chambres conjugales. D'autres pensent qu'ils influençaient profondément les comportements. Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que vous êtes là, à la croisée des attentes, celle de la religion, celle de votre famille, celle de votre propre imagination, et peut-être aussi celle d'une époque entière gravée dans le parchemin et la mémoire collective. Alors, vous prenez une inspiration, vous tendez la main, vous murmurez quelque chose, rien d'encyclopédique, juste un mot doux, un début, et cette nuit, lentement, malgré les lacets, les recommandations absurdes et le regard sévère de saint Thomas au pied du lit, vous inventez vos propres règles. Et si, tout simplement, vous n'aviez pas envie? Parce qu'au-delà des draps rêches, des témoins discrets comme une fanfare, des manuels aussi romantiques qu'un sermon sur la peste, il y a une réalité rarement évoquée, même dans les plus longs parchemins enluminés. Le consentement. Vous êtes là, dans ce lit froid, face à une personne que vous connaissez à peine, engoncée dans une chemise trop serrée et une pression sociale si épaisse qu'on pourrait la découper en tranches. Et la question flotte, silencieuse mais lourde. Que se passe-t-il si l'un des deux ne veut pas? Spoiler, c'est compliqué. Très compliqué. Au Moyen Âge, le mariage était bien plus qu'une affaire de sentiments. C'était un contrat, un pilier de l'ordre social, un accord passé entre familles, seigneuries ou même royaumes. Et la consommation du mariage, c'est-à-dire le rapport sexuel, en était l'acte fondamental. Sans lui, pas de mariage valide. Sans lui, un juge ecclésiastique pouvait déclarer l'union nulle, même après des années. Autant dire que la pression était réelle. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure le refus, notamment de la part de l'épouse, était respecté. Certains textes évoquent la possibilité d'un mariage non consommé à cause de la peur, de la maladie ou de l'immaturité. D'autres, bien moins tendres, présentent le devoir conjugal comme une obligation religieuse. Vous étiez marié? Alors, vous deviez honorer ce lien, que cela vous plaise ou non. Et pourtant, des cas étranges apparaissent dans les archives. Comme cette affaire d'un couple noble d'Anjou au XIVe siècle, la mariée avait refusé tout contact intime pendant plus de 3 ans, préférant dormir dans une pièce séparée. Le mari, excédé, avait porté plainte,
et les juges avaient ranché en faveur de l'épouse, déclarant que son refus était peut-être inspiré par un vœu de chasteté partielle. Peut-être. Ou peut-être qu'elle en avait simplement assez des oignons. Mais ces cas étaient l'exception, pas la norme. En général, le refus était mal vu, voire considéré comme un signe de possession démoniaque ou de sorcellerie. Une femme qui refusait pouvait être envoyée au couvent. Un homme qui refusait était soupçonné d'impuissance, ce qui était considéré comme un motif d'annulation, mais aussi comme une honte familiale. Bref, tout le monde perdait. Et vous, là, ce soir, vous sentez cette tension étrange. Peut-être de l'anxiété, de la gêne, ou juste de la fatigue. Vous avez traversé une journée entière à sourire, hocher la tête, manger des racines, accepter des cadeaux brodés et marcher sous les regards de tout le village. L'idée de vous retrouver nu, sous un linge tendu comme un piège, avec des témoins aux aguets, ça ne vous tente pas. Et si vous disiez non, votre moitié vous regarde, il ou elle semble hésitant, peut-être soulagé de ne pas être seul à douter. Vous échangez un sourire fatigué, le genre de sourire qui dit « On pourrait juste dormir, non ?» Une anecdote obscure vous revient. Dans un petit village d'Alsace, au 15e siècle, un couple de paysans avait passé sa première nuit à réciter des psaumes, par peur de mal faire. Le lendemain, les anciens du village avaient exigé des preuves. Le couple avait alors prétendu que le Saint-Esprit les avait dissuadés de commettre l'acte sans être purifiés par 3 jours de prière. Résultat, ils avaient eu un délai de 3 jours. Et plus jamais de psaumes en public. Cette histoire vous fait sourire. Peut-être qu'eux aussi avaient juste besoin d'un peu de temps. Car oui, le désir, l'envie, l'accord, toutes ces choses étaient rarement mentionnées dans les traités officiels. Mais elles existaient. Parfois, les couples s'entendaient bien. Parfois, ils se soutenaient dans leur gêne commune. Parfois même, ils passèrent leur première nuit à discuter, à se raconter leur enfance, à partager un bout de tarte resté sous l'oreiller. Et parfois, ils s'endormaient. Tout simplement. Il y avait même un mot pour cela. Dans certains textes, la nuit d'attente. Une façon pudique de dire « rien ne s'est passé ». Et c'est très bien comme ça. Vous repensez à tous ces symboles autour de vous. Le linge blanc, la figurine de saint, les tantes assoupies derrière la cloison, et vous réalisez une chose. Vous êtes 2, ici. Pas une foule. Pas une institution. Juste 2 personnes, fatiguées, nerveuses, peut-être pas prêtes. Et ça, c'est déjà beaucoup. Vous ajustez le drap. Vous vous tournez vers l'autre. Vous prononcez 4 mots tout simples. On peut attendre demain. Et la réponse est un hochement de tête. Plein d'humour, de tendresse et d'un immense soulagement. Le linge diplomatique attendra. Et les saints peuvent bien fermer les yeux un moment. Finalement, vous dormez. Ou du moins, vous essayez. Vous pensiez que, cette fois, tout était terminé. La cérémonie, les discours, le pudding de pois sec, les regards entendus, les traditions absurdes, que vous alliez enfin pouvoir sombrer dans un sommeil bien mérité, à 2, sous un toit bienveillant. Mais le Moyen-Âge n'en a pas fini avec vous. Parce que dormir à 2, dans un château ou une ferme, c'est une autre aventure. D'abord, le lit. Vous le découvrez vraiment maintenant, sans la tension du moment, sans les regards pressants. Et le verdict est sans appel. Ce n'est pas un lit, c'est un piège. Un sommier en corde trop lâche, un matelas bourré de paille rêche, recouvert d'un drap dont la texture évoque le parchemin mal tanné. Les oreillers, 2 boudins de tissu farcis de plumes, ou peut-être de poils de chèvre. On n'ose pas demander. Le lit est court, très court. Vos pieds dépassent si vous vous allongez complètement, et comme le veut la tradition, vous dormez tête bêche pour éviter les tentations inutiles et les courants d'air, ce qui, évidemment, ne fonctionne pas. Ensuite, les parasites, oui, les puces, les poux, les punaises, tout ce petit peuple qui trouve que la nuit de noces est aussi une occasion spéciale.
Vous grattez votre jambe gauche, puis la droite. Vous entendez votre moitié marmonner quelque chose à propos d'un insecte dans l'oreille. L'ambiance devient clairement moins romantique. Vous vous souvenez soudain d'une anecdote. Un chroniqueur du 13e siècle raconte qu'un couple royal s'était offert, en cadeau de mariage, une natte tissée avec des cheveux de vierge, censée empêcher les puces de grimper jusqu'au lit. Ce fut un échec complet, mais la natte fut conservée comme relique pendant 3 générations. On aime ce genre de logique. Ajoutez à cela le froid. Les murs de pierre ne retiennent pas la chaleur. Le feu s'est éteint depuis un moment et la couverture, une épaisse laine tissée main, couvre à peine vos épaules. Vous vous serrez l'un contre l'autre. Pas par envie, par instinct de survie thermique. Et puis, il y a le bruit. Dehors, des chiens hurlent à la lune. Un hibou ulule avec insistance, comme s'il participait à une compétition de cris nocturnes. À l'intérieur, la porte grince au moindre courant d'air, et quelque part dans la maison, quelqu'un ronfle. Fort peut-être un oncle resté dormir dans la grange. Peut-être une vache. Votre moitié finit par murmurer « Tu crois qu'ils nous ont oubliés ?» Vous répondez « J'espère. » Et vous tentez de bouger sans faire couiner le sommier. Raté. Ça grince comme si vous aviez actionné un piège à loup. Il y a aussi l'odeur. Mélange subtil de sueur médiévale, de cendres froides, de vin rance et, toujours lui, d'oignons. Vous avez beau respirer par la bouche, l'odeur s'infiltre dans vos rêves. Vous rêvez d'un oignon géant qui vous poursuit à travers un champ de draps sales. Charmant. Et pourtant, malgré tout, vous parvenez à vous détendre. Un peu. Votre moitié a trouvé une position presque confortable, recroquevillée contre le mur. Vous fixez le plafond, ou plutôt les poutres, et vous commencez à réciter mentalement tous les saints que vous connaissez, dans l'ordre alphabétique approximatif. Vous repensez aux traditions anciennes. Dans certaines régions, on plaçait sous le lit une branche de sauge pour favoriser les rêves paisibles. Ou bien un fer à cheval. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Mais vous avez une cuillère en bois gravée d'un cœur, offerte plus tôt par une cousine. Vous la tenez dans la main, comme un talisman. Ce n'est pas très efficace, mais c'est réconfortant. Il y a eu, dans l'histoire, des tentatives d'amélioration du sommeil nuptial. Un seigneur lombard aurait fait construire un lit tournant, suspendu à des chaînes, pour éviter les parasites au sol. Il tomba du lit au bout de 2 nuits. Fin de l'innovation. Les historiens se disputent encore sur le confort réel des chambres médiévales. Certains pensent que les nobles dormaient bien, dans de grandes alcôves chauffées, avec du personnel prêt à réchauffer les draps avec des pierres chaudes. D'autres rappellent que même les plus riches vivaient dans des courants d'air, avec des plafonds trop hauts et des murs suintants. Une chose est sûre, ce n'était pas du 5 étoiles. Et vous, dans ce lit bancal, vous commencez à rire. Un petit rire, étouffé, de fatigue, de nervosité. Votre moitié rit aussi. Vous partagez ce fou rire discret, ce moment absurde. Peut-être que c'est ça, finalement, la vraie intimité. Rire ensemble, à moitié gelés, entourés de puces et de chandelles presque mortes. Et puis le silence revient. Vous fermez les yeux. Vous vous accrochez à la couverture. Vous sentez le souffle régulier de l'autre, juste à côté. Vous ne dormez pas bien, mais vous dormez. Et c'est déjà un exploit. Vous ouvrez un œil, puis l'autre. La lumière du matin glisse à travers une fente entre 2 volets, révélant les contours flous de la chambre, le désordre des draps, les plis étranges de la couverture et un visage. Non pas celui de votre moitié. Non, celui d'une tante. Elle est là, assise, avec un regard fixe. Elle attend. Bienvenue dans le matin d'après. Le silence est épais. On n'entend que le bruit du bois qui craque et les pas feutrés de quelqu'un dans le couloir. La veille, vous étiez au centre de toutes les attentions. Aujourd'hui, vous êtes au centre de toutes les suppositions. Tout le monde veut savoir, pas comment vous vous sentez,
Non. Mais si le mariage a bien été consommé, et c'est là qu'intervient le linge. Ah, ce fameux linge, étendu au pied du lit, ou parfois soigneusement replié dans une bassine. Il est censé apporter la preuve irréfutable que vous avez accompli votre devoir conjugal, du moins selon les critères d'une société obsédée par les signes visibles et les symboles textiles. Une servante entre, sans frapper. Elle fait mine de vous apporter du pain et une boisson chaude, mais son regard glisse immédiatement vers le linge. Elle fait semblant de ne pas le regarder. Vous faites semblant de ne pas le remarquer. C'est un ballet d'hypocrisie si bien réglé qu'on pourrait presque l'applaudir. Et puis, la tante s'approche. Elle soulève le tissu, l'inspecte, puis fait un petit hochement de tête. C'est tout. Elle sort sans un mot. Vous vous tournez vers votre moitié. Vous échangez un regard. Et là, vous éclatez de rire. Un rire nerveux. Débile. Incontrôlable. Parce que tout cela est absurde. Un morceau de tissu? Vraiment? Voilà donc ce qui décide de la légitimité de votre union. Un drap taché, ou non, au petit matin? Dans certains villages, on allait plus loin. Le linge était exposé. Oui, suspendu à la fenêtre ou à une corde dans la cour, histoire que tout le voisinage puisse constater, commenter, féliciter ou soupçonner. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette coutume était réelle partout ou seulement dans certaines régions très attachées à la transparence conjugale. Mais des récits évoquent bien ces morceaux de tissu brandis comme des étendards de vertu. Et ce n'est pas tout. Parfois, le seigneur local ou le prêtre venait demander confirmation, par oral, face à face, avec des questions du genre « Avez-vous senti la chaleur des humeurs s'unir dans la lumière de Dieu ?» Essayez de répondre à ça sans vous étouffer dans votre pain sec. Mais revenons à vous. Le déjeuner est sommaire, une soupe tiède, un peu de pain rassis, du fromage très expressif. Votre moitié trempe une cuillère avec l'air de quelqu'un qui a vu des choses. Vous essayez de mâcher sans repenser à la veille. Et les ragots commencent. Dans la cour, 2 servantes chuchotent. Dans la cuisine, le boulanger marmonne qu'il avait bien senti que ça n'irait pas vite. Une voisine raconte qu'elle n'a rien entendu, ce qui prouve forcément quelque chose. Tout le monde a une opinion, et aucune preuve. Dans certaines familles nobles, on poussait même le zèle jusqu'à tenir un journal de la nuit de noces, écrit par un scribe à partir des témoignages indirects. L'heure de l'entrée dans la chambre, la durée du silence, le nombre de pas dans la pièce, l'humidité de l'air. On imagine mal ce pauvre scribe, plume en main, notant 3h17, froissement suspect. Une anecdote étrange. Au XVe siècle, une mariée bretonne aurait simulé une tache sur le drap à l'aide de jus de grenade pour éviter la honte. Cela marcha si bien que la tache fut conservée pendant des décennies dans un coffret. Ce n'est que 2 générations plus tard, lors d'une dispute entre héritiers, que la vérité éclata. Scandale, mais surtout, très bon jus de grenade. Mais parfois, il y avait aussi du soulagement. Les anciens voyaient cette étape comme une délivrance, la fin de l'inquiétude, la certitude d'un héritier possible, la consolidation d'une alliance. Et pour vous, étrangement, ce tissu ridicule devient presque touchant. Il est là, il a vu, il est témoin, non pas de l'acte, mais de votre absurdité partagée, de votre fatigue, de votre humanité. Quelqu'un frappe à la porte. C'est un garçon de cuisine. Il apporte une couronne de fleurs séchées et dit « C'est pour féliciter ». Il ne précise pas de quoi. Il ne pose pas de questions. Vous le remerciez et vous suspendez la couronne à un clou au mur. Le soleil est plus haut. Vous respirez un peu mieux. Vous n'êtes de plus l'objet de toutes les attentes. Le linge a parlé. L'attente a validé. Les ragots se calmeront. Peut-être. Et ce soir, vous pourrez vraiment dormir. Sans témoin. Sans rituel, sans oignon. Juste vous deux. Et peut-être un peu de tendresse. Vous pensiez que tout cela était derrière vous. Mais vous n'êtes pas n'importe qui.
Vous êtes riche, ou du moins, vous jouez le rôle d'un échec noble pour cette nuit-là. Et dans les hautes sphères du Moyen Âge, la nuit de noces n'est pas une affaire privée. Non, c'est un événement d'État. Oubliez la chambre rustique, les puces et la soupe froide. Ici, on parle de palais en pierre blanche, de tentures brodées d'or, de parfums venus d'Espagne et de lits immenses qu'on grimpe avec un escabeau. Et pourtant, malgré les dorures, malgré les serviteurs, malgré les rideaux de velours qui coûtent plus qu'un village entier, la nuit n'est pas plus confortable. Au contraire, d'abord, il y a les témoins royaux. Oui, toujours, mais version VIP. Un évêque, 2 dames de cour, parfois même un notaire. Leurs noms sont inscrits dans les registres. Ils assistent au coucher des époux, déposent les objets symboliques, gants, anneaux, médailles, et attendent dans la pièce attenante, à portée d'oreille. On note les horaires, on note les gestes, on note tout. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces rituels étaient vraiment systématiques ou réservés à certaines maisons royales très formalistes. Mais les chroniques de cour sont remplies de mentions étrangement précises. Les époux furent conduits au lit à la 10e heure du soir, entourés de seigneurs et dames, sous les chants des ménestrels. Ambiance. Et justement, les musiciens. Oui. Parfois, un petit groupe de joueurs de harpe et de flûte se tenait dans le couloir, jouant un air doux pendant que les jeunes mariés entrèrent dans la chambre. Imaginez-vous essayer de retirer vos chausses sous le regard sonore d'une ritournelle sur l'amour courtois. C'est, disons, particulier, mais ce n'est pas tout. Dans certaines cours, comme en France ou en Angleterre, la coutume voulait que la reine-mère ou la duchesse aînée offre un discours d'encouragement à la mariée. Un moment touchant, parfois étrange, où l'on expliquait avec des mots choisis les devoirs de l'union charnelle en insistant bien sur la dignité, la fécondité et le silence. Beaucoup de silence. Vous êtes allongé dans un lit digne d'un conte, mais vous ne pouvez pas bouger sans réveiller un rideau, une broderie ou un valet. Oui, parce qu'un valet de chambre est parfois posté à la porte, pour assurer la sécurité, ou pour transmettre les rapports le lendemain. Vous soupçonnez qu'il a un carnet de notes. Il éternue à intervalles réguliers. Et votre moitié, dans tout ça, aussi tendue que vous, certainement habillée de soie, corsetée par 6 personnes et absolument incapable de s'asseoir sans faire tomber un bijou. Vous tentez une blague. Il ou elle répond par un sourire figé. Il faut garder la face. Même ici, même maintenant. Mais la pression ne vient pas seulement de la cour. Il y a aussi les cadeaux reçus plus tôt dans la journée. Des coffrets d'ivoire, des étoffes de damas, des bijoux, des animaux exotiques, un perroquet, un lézard, une oie savante. Chaque présent contient un message, parfois subtil, parfois non. Un oncle vous a offert une statue de Vénus. Un autre, une coupe en forme de grenade, et vous devez remercier tout le monde personnellement, demain matin, en pleine forme si possible. Une anecdote délicieuse. En Espagne, un roi aurait fait graver sur une assiette offerte à son fils pour la nuit de noces la phrase suivante. « Mange avec les yeux, mais couche avec le cœur. » Personne n'a jamais su ce que ça voulait dire. Mais l'assiette est toujours conservée. Et parlons de l'audience publique. Dans certains cas très exceptionnels, mariage royal, alliance diplomatique, une portion symbolique de la nuit de noces pouvait être observée par un groupe restreint. Entrée dans la chambre, placement dans le lit, échange de baisers bénis, couverture des époux, puis départ. Pas plus. Enfin, normalement. Une coutume répandue en Écosse ou à la cour d'Espagne. Une mise en scène du pouvoir. Une absurdité douce qui nous semble aujourd'hui irréelle. Mais à l'époque, cela avait du sens. Le corps des souverains n'était pas privé. Il était politique. On devait prouver que l'union était réelle, que la lignée continuerait, que tout était conforme aux attentes du royaume. Et vous, là, maintenant, vous êtes allongé, exténué, engourdi dans une mer de satin,
entouré de symboles. Vous avez vu plus de monde entrer dans votre chambre que dans toute votre cuisine depuis 10 ans, et vous rêvez d'un lit normal, d'un moment simple, de silence. Votre moitié vous murmure « Est-ce que c'est toujours comme ça ?» Vous répondez « J'espère que non. » Et vous vous endormez enfin, dans le luxe, dans le velours, mais avec un sentiment profond, d'inconfort princier. Le jour se lève doucement. Cette fois, vraiment doucement. Pas de tentes qui surgissent au pied du lit, pas de valet qui éternue, pas de linge à inspecter, pas de clair griffonnant votre degré de fécondité supposé. Juste la lumière pâle qui filtre à travers une fenêtre en ogive, le silence d'une maison qui dort enfin, et vous, enfin reposé, ou du moins plus paisible. Et maintenant, il reste ce qu'on en garde aujourd'hui. Parce que cette nuit de noces, avec ses bizarreries, ses symboles, ses témoins, ses draps, ses prières, ses légendes absurdes et ses vérités gênantes, a laissé des traces. Pas seulement dans les archives, dans l'imaginaire collectif, dans les contes, dans les films, dans les traditions qui n'en sont plus, mais que l'on continue à évoquer à mi-voix pour faire rire ou rougir. Les historiens se disputent encore sur l'exactitude des récits. Certains affirment que la majorité de ces coutumes n'étaient à pratiquer que dans des cercles restreints, noblesse, grandes abbayes, familles influentes. D'autres défendent l'idée d'une transmission plus large, d'une culture partagée où chaque couche sociale avait ses propres codes, mais le même besoin, donner sens à cette première nuit. Et puis, il y a les mythes modernes, ceux que l'on croit médiévaux, mais qui sont en réalité des inventions plus récentes. Les ceintures de chasteté, les témoins cachés dans les armoires, les juges du lit conjugal, les procès du drap souillé, tous ces éléments sont un mélange d'histoire, de fantasmes, de satire et parfois même de pure invention victorienne. Le 19e siècle, après tout, adorait projeter ses obsessions sur le Moyen Âge. Mais ce qui reste, surtout, c'est l'image d'un rituel, d'un passage, d'une frontière étrange entre l'individu et le couple, entre l'enfant promis et l'adulte marié, entre le rêve et l'absurde réalité. Un moment où tout est figé, codé, scruté, comme si l'amour devait être mesuré à l'aune d'un linge et d'un regard extérieur. Vous, maintenant, vous vous levez. Lentement, la chambre est vide. Il fait frais, mais vous vous sentez étrangement léger. Votre moitié dort encore, les cheveux en bataille, un bras sorti de la couverture comme un drapeau de trêve. Il n'y aura pas de cortège aujourd'hui. Pas de discours, pas de chant de ménestrel ou doigts symboliques, juste un petit déjeuner, un bol de bouillie tiède, et peut-être, si vous avez de la chance, une promenade dans le jardin. Et pourtant, vous savez que quelque chose a changé. Pas parce que les témoins l'ont vu, pas parce que le drap en témoigne, pas parce qu'un parchemin l'a inscrit, mais parce que, quelque part dans ce lit grinçant, dans cette nuit entre deux siècles, vous avez partagé quelque chose. Une fatigue, une gêne, un rire, un silence, et peut-être même un début de tendresse. Et si l'histoire retient peu de choses de tout cela, ce n'est pas grave, car vous vous en souviendrez. Toujours un peu flou, toujours un peu drôle, mais toujours à deux. Et maintenant, vous êtes là. Le jour est bien levé. Les souvenirs de cette étrange nuit s'estompent lentement comme des ombres portées par un feu mourant. Vous respirez plus calmement. Vos membres se détendent. L'univers médiéval qui vous entourait se dissout doucement dans la brume du matin moderne. Cette histoire, avec ses coutumes déroutantes, ses témoins importuns, ses rituels textiles et ses chemises trop serrées, n'est plus qu'un rêve mi-doux, mi-surréaliste. Et c'est très bien comme ça. Laissez ces images s'effacer. Laissez les murmures s'éteindre. Il n'y a plus de draps à inspecter, plus de clairs à satisfaire, plus de chandelles à rallumer. Il ne reste que vous, étendu, paisible, rassuré.
Vous êtes dans votre propre lit désormais, votre propre temps, votre propre silence, et peut-être que cette nuit, quelque part, un tas autres rêveurs imagine lui aussi une nuit de noces médiévale avec un sourire amusé et les paupières lourdes. Alors, reposez-vous, dormez bien et faites de beaux rêves. Fin du script. Faites de beaux rêves.